Faire en sorte que les interactions entre l'homme et les grands félins du territoire, notamment les jaguars, ne se terminent pas en bain de sang. C'est l'objectif de ce projet dont on va parler ce matin, le projet COFIL. COFIL pour coexistence félin-élevage. Rien que l'an dernier, 107 attaques de jaguars ont été recensées et les chiffres sont difficiles à quantifier précisément. Environ 440 animaux d'élevage ont été tués par les félins la même année. Preuve donc que les relations entre d'un côté l'homme et ses activités et de l'autre les félins sauvages sont loin d'être au beau fixe. Pour en parler, Armand Ziller est donc notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Armand Ziller, vous êtes en charge du projet COFIL sur le terrain ici en Guyane pour le compte de l'association ISA. En quelques mots, pour commencer, c'est quoi ce projet exactement, le constat de départ, on va dire, et les actions que vous mettez en place? Peut-être pour commencer, voilà, dans les grandes lignes, on va dire, comment est-ce qu'on peut présenter ce que vous faites ici en Guyane? Alors, du coup, pour présenter rapidement mon association ISA, en fait, c'est une association qui fait beaucoup d'activités en lien avec la cohabitation des animaux, en fait, avec les activités humaines partout dans le monde. Vous avez aussi un programme en Tanzanie sur les éléphants, par exemple, qui parle de la cohabitation avec l'existence des éléphants et des activités humaines là-bas. Et ben, on fait la même chose en Guyane sur le jaguar, en fait. C'est un grand félin, en fait, qui est en voie de disparition, comme vous le savez tous. Et la principale cause de mortalité, en fait, de ce genre de grands animaux, de grands mammifères, en fait, c'est les interactions avec les activités humaines, notamment, en fait, l'élevage. Et parce que en fait vous avez comme le loup, comme l'ours en métropole, en fait des conflits, des interactions qui peuvent entraîner en fait des conflits entre en fait certains éleveurs qui vont vouloir protéger en fait leur capital économique aussi, et du coup vous avez des jaguars qui peuvent, du fait de la perturbation de l'environnement, avoir besoin de plus de nourriture, en fait, en se rapprochant en fait d'une nourriture en fait abondante, qui est celle qui est présente en fait dans les élevages en Guyane. Voilà. Cette cohabitation là, que ce soit pour le cas de la Guyane mais aussi pour d'autres régions du monde finalement, où il y a des problématiques qui peuvent être à peu près similaires, cette cohabitation là, elle est quoi? Elle est de plus en plus difficile, ça se passe comment? Le problème, c'est que forcément en fait on est dans une société, en fait, dans un monde où vous avez en fait les activités humaines qui prennent de plus en plus de place. On a en Guyane, par exemple, des objectifs de croissance économique, de développement de certaines activités comme l'élevage, qui font que on va avoir de plus en plus d'espaces qui vont être alloués à ce genre d'activités, au détriment des espaces naturels qui donc sont occupés par des espèces comme le jaguar, comme les proies des jaguars. Et du coup, la raréfaction en fait de ces espaces et des proies naturelles, en fait, du jaguar, vont faire qu'ils vont être obligés de se répercuter, se rapprocher plus des élevages. Donc alors forcément, le développement de ces activités humaines vont entraîner, en fait, de plus en plus de conflits avec le temps, d'où l'intérêt, en fait, d'avoir en fait notre programme, en fait, en Guyane, pour pouvoir limiter le plus possible les interactions négatives qu'ils peuvent avoir, à la fois dans l'intérêt des éleveurs et à la fois dans l'intérêt, en fait, de la conservation de ces grands mammifères, en fait, comme le jaguar et le puma. Oui, on reviendra évidemment sur cet aspect-là des choses dans quelques minutes. Pour clarifier les choses, grands félins en Guyane, en tout cas ceux sur lesquels vous vous intéressez, c'est donc jaguar et puma, c'est les deux seuls. Ce sont les grands prédateurs, en fait, qui vont avoir, en fait, concrètement, en fait, un impact sur les activités, en fait, des élevages en Guyane. Le constat de départ, c'était quoi? Capturer les jaguars, ça servait à rien parce que déjà difficile de le faire, et puis en fait, ils finissaient toujours par revenir sur place. Oui, alors on a peut-être sous-estimé l'intelligence des jaguars, en fait, qui faisait que, en fait, l'aire de répartition, l'aire de vie, en fait, d'un jaguar, c'est une à plusieurs centaines de kilomètres carrés, ouais, sur l'ensemble de la Guyane. Le fait de déplacer un jaguar sur le territoire de la Guyane, en fait, ça revient peut-être potentiellement à le déplacer sur une autre partie d'un territoire qu'il connaît, qui est familier pour lui. Donc les résultats ont été un peu mitigés. C'était aussi très très lourd en logistique et en coût économique. Du coup, on s'est redirigé vers quelque chose de plus qu'on pensait plus efficace, c'est-à-dire la prévention, en fait, des attaques, plutôt en focalisant l'action sur les élevages qui se faisaient attaquer plutôt que déplacer les jaguars. C'est-à-dire que même quand vous déplaciez, en fait, le jaguar à plusieurs dizaines de kilomètres finalement de la zone de vie où il avait été observé, il arrivait à retrouver son chemin. Il y a eu des cas où il est revenu, en fait, à l'endroit initial où on l'avait capturé, effectivement.
Est-ce qu'on a une bonne connaissance aujourd'hui, Armand Ziller, des jaguars sur le territoire, leur nombre, leur mode de vie, Alors, les endroits où ils se trouvent majoritairement? alors très très difficile à quantifier justement. Vous avez en fait les chercheurs du CNRS qui travaillent dessus. En fait, ils ont plusieurs stratégies pour essayer de quantifier les jaguars, mais on ne sait pas vraiment combien il y en a en concentration. Vous avez en fait des suppositions. En fait, on pense qu'il y a une forte concentration des jaguars en fait sur toute l'Amazonie. En fait, la Guyane serait une zone où il y aurait une forte concentration de jaguars. Après, ça serait difficile de donner un chiffre vraiment concret actuellement. En fait, moi personnellement, je pourrais pas le faire. Même Donc, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, les capteurs GPS, les pièges photos, on a du mal à savoir tout ça. Actuellement, il y aurait une stratégie, ça serait de récupérer les crottes de jaguar pour faire des prélèvements ADN pour essayer d'étudier en fait par dynamique génétique en fait la population, en fait d'estimer la taille de population des jaguars qu'il y aurait sur le territoire guyanais, mais par la génétique en fait, de manière indirecte, parce que c'est trop coûteux encore une fois d'essayer de capturer les jaguars pour essayer de compter le nombre de jaguars qu'il y aurait sur le territoire. Oui. Donc on l'a dit, finalement déplacer le jaguar c'est contre-productif. En tout cas, une partie de votre travail du coup c'est d'aller voir directement sur place les éleveurs pour déjà avoir une connaissance suffisamment précise en fait de ce qui se passe avec les éleveurs. Oui, voilà. Alors on essaye de voir les éleveurs le plus exhaustivement possible pour avoir un retour sur eux en fait. Les premiers concernés par les interactions avec le jaguar, ce sont les éleveurs majoritairement qui sont à la rencontre du jaguar en Guyane en fait, plutôt que les simples randonneurs, etc. Parce que ils ont en fait une ressource de nourriture qui vont attirer les jaguars forcément. Donc on essaye par les éleveurs d'essayer d'avoir un retour exhaustif de qu'est-ce qui se passe en Guyane en fait, tout simplement en fait avec le jaguar. Donc voilà. Oui, parce qu'on avait commencé à parler finalement des problématiques qui pouvaient y avoir, des conflits qui pouvaient naître entre l'homme et les jaguars en Guyane. Vous me disiez qu'il n'y a quasiment pas d'attaque en fait sur les humains sur le territoire. Oui, mais indépendamment en fait des problématiques et des conflits que ça génère, les éleveurs sont aussi les premiers à nous apporter en fait des connaissances sur le jaguar aussi en fait. On a des éleveurs qui sont très intéressés pour nous diffuser en fait de l'information aussi et du coup on en parlait un petit peu tout à l'heure. En fait, vous avez une population d'éleveurs c'est comme partout. En fait, vous avez des pros conservation du jaguar, des moins pros conservation du jaguar, et c'est très intéressant de discuter avec eux pour acquérir de la connaissance sur ce qui se passe sur le territoire guyanais. Et alors vous êtes là finalement pour leur dire quoi? Uniquement sur cet aspect-là de connaissance de la situation? Sur le jaguar? Oui. Et ben en fait, nous actuellement, on est encore dans une phase où on aimerait bien avoir de plus en plus de données. En fait, on manque cruellement en fait d'informations. Et l'un des objectifs de notre association, c'est justement d'essayer de savoir ce qui se passe en Guyane. Et pour ça, on a besoin que tous les éleveurs participent en nous faisant un retour de leur expérience à eux en fait sur le territoire, sur ce qui se passe en fait dans leur élevage avec le jaguar en fait. Donc voilà, ça serait déjà un premier pas en fait. Il est certain qu'on a encore beaucoup d'éleveurs qui ne nous font pas forcément remonter leur information parce que pour plein de raisons particulières en fait, on aimerait bien que les éleveurs ne règlent pas le problème du jaguar en fait par eux-mêmes, mais plutôt essayent de passer par nous pour avoir un compromis qui puisse permettre à leurs activités et à la conservation du jaguar de pouvoir exister en même temps. Donc voilà. Oui, parce que ça a longtemps été le cas finalement que les éleveurs se débrouillent un petit peu seuls avec cette problématique-là. Aujourd'hui, justement, vous essayez de mettre en place finalement tout un réseau pour faire en sorte que ce problème soit réglé de la meilleure des manières. Et voilà. Le problème en Guyane, c'est qu'on n'a pas d'indemnité en fait lorsque on est éleveur et qu'on a une perte liée en fait à des attaques de grands félins comme le puma et le jaguar. Oui. Du coup, un éleveur peut être tenté de régler le problème par lui-même, surtout que ça peut arriver aussi. Il y a des cas où en fait, forcément, vous avez des attaques qui peuvent entraîner en fait des pertes très régulières, très importantes, voire même dramatiques économiquement pour un éleveur en fait. Donc, on n'est pas contre les éleveurs du tout. Au contraire, on est là pour les aider. Et l'idée, c'est que en fait, lorsqu'on vient pour aider un éleveur qui a des difficultés avec des attaques de jaguar, en fait, on peut lui proposer des mesures de protection, de dissuasion en fait, pour permettre de protéger son troupeau en même temps, sans qu'on passe par la suppression du jaguar qui vient attaquer un cheptel, un troupeau en fait à lui.
D'ailleurs, pour quelles raisons est-ce qu'on arrive à savoir pour quelles raisons les premières victimes, on va dire, des attaques de jaguars sont le bétail et majoritairement les bovins en Guyane et pas les humains? Parce que finalement, en termes de taille, un bovin, c'est quand même plus imposant qu'un être Vous humain. voulez dire par rapport à un humain? Ouais. Ça c'est une bonne question, mais je pense que alors c'est un phénomène qu'on observe partout dans le monde en fait. Les humains sont certes sont pas une proie, sont plutôt un prédateur pour les jaguars et les pumas qu'une proie. Donc ils vont les éviter. Ils vont les éviter. Et vous avez aussi un phénomène de sélection naturelle qui a lieu depuis 2 siècles, qui font que la plupart des animaux, c'est le cas pour le tigre, c'est le cas pour les léopards, les lions en fait, les loups aussi en métropole. La plupart des animaux qui étaient pas craintifs pour les humains, qui étaient voire même agressifs, en fait, se faisaient supprimer assez rapidement. Donc on a sélectionné comme ça une crainte en fait des humains en fait sur tous les animaux du monde. Et les animaux qui étaient le plus craintifs, qui évitaient le plus les humains, qui attaquaient le moins les humains, qui évitaient le plus les humains, sont les animaux qui survivaient génération après génération. Et du coup, ce caractère en fait perdurait en fait partout dans le monde. Donc ça c'est un phénomène comportemental évolutif qui existe et ce qui justifie que les jaguars vont pas attaquer les humains. En tout cas, c'est trop risqué pour eux. Et donc pas que les jaguars finalement, quasiment tous les Voilà. animaux sauvages, c'est à peu près la même dynamique qu'on observe pour d'autres espèces dans d'autres régions du monde. Tout à fait, Ouais. absolument pour tous les grands prédateurs, en fait, c'est un phénomène qui existe. J'ai donné les chiffres des attaques de jaguars en introduction. Est-ce qu'on arrive à savoir si ce nombre-là, il augmente depuis ces dernières années sur tout le territoire? Vous me disiez là juste avant d'entrer en studio que vous étiez en train de rédiger le rapport d'activité de l'année 2023. Les derniers chiffres, Armand Ziller, ça donne quoi? Là, vous avez dit effectivement au début de l'émission qu'on était sur une centaine d'attaques recensées par année. Ça, c'était sur 5 années en fait de suivi des attaques, c'est à peu près le chiffre. Et cette année, on a une augmentation de plus de 60%. A priori, en fait, on va monter à plus de 150, on va monter à 160 attaques. Donc voilà, alors, est-ce que c'est parce que l'effort de recensement est plus élevé ou est-ce que ça dénote vraiment en fait une augmentation des conflits? Ça, c'est une question. Mais justement, c'est la question. Vous anticipez, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on arrive à peu près déjà à le savoir si vous recensez de plus en plus d'attaques parce que votre travail de recensement est de plus en plus précis? Ça c'est la question. Alors, on va dire que de ressenti en fait des éleveurs, il y avait aussi effectivement comment dire, un débat là-dessus. Il y avait des éleveurs qui considéraient qu'il y avait de plus en plus d'incidents avec les jaguars. Alors, est-ce que c'est justement lié au développement en fait des élevages, au défrichage de forêts en fait, à la dynamique de perturbation des habitats qui pourrait corroborer le fait que effectivement non, c'est pas juste l'effort de comment dire de recensement qui est plus important, c'est qu'effectivement ça, il y a une réalité en fait derrière en fait qui est vraiment en fait suivie par cette augmentation. Il y a vraiment plus d'incidents. Voilà. D'ailleurs, vous êtes combien au sein de l'association ISA pour ce projet Cofil en Guyane? Parce que je suppose que tout le travail justement de relation avec les éleveurs pour recenser toutes les attaques et aller les voir sur place, ça demande quand même pas mal de travail. Alors à plein temps sur le territoire, 365 jours par an, il y a une personne, donc c'est moi. Et en fait, je suis aidé par Margot Baloba aussi, qui vient de temps en temps pour coordonner aussi un petit peu le projet. Donc on est plus ou moins deux sur le projet en fait en Guyane. Récemment, et vous avez commencé à en parler il y a quelques minutes, il y a l'OFB qui a été interrogé sur ce sujet-là, sur les attaques des grands félins, et la déforestation serait au conditionnel un élément qui pourrait expliquer en fait les raisons pour lesquelles les jaguars s'attaquent au bétail. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez le même avis? Et est-ce que à terme dans les années qui viennent on pourra réussir à cartographier en fait les raisons pour lesquelles on a toutes ces attaques-là, pardon? Alors théoriquement, sur le papier, c'est l'explication la plus rationnelle. En fait, on va dire ça comme ça, dans le sens où, effectivement, la perturbation des écosystèmes naturels vont entraîner en fait une chute des proies, on va dire habituelles en fait des grands prédateurs. En fait, c'est quelque chose qui est en écologie en fait assez classique. Donc voilà. Et du coup, du fait qu'il y ait moins par exemple, de cochons bois autour des exploitations, les jaguars qui sont de toute manière sur le territoire guyanais, ou les exploitations sont de toute manière sur un territoire de jaguar, en fait, le jaguar qui a plusieurs options sur son territoire, lorsque ces options se réduisent, va donc prendre les options de plus en plus risquées, c'est-à-dire par exemple aller voir un élevage par exemple, se rapprocher des activités humaines, des humains qui sont donc un risque pour eux en fait. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose que les jaguars vont choisir en priorité, ils le font la plupart du temps lorsque c'est
leurs ressources en fait naturelles se tarissent dans leur environnement. Alors ça, c'est la théorie, forcément. Pour le prouver, il faudrait vraiment faire des études, des analyses en fait un peu plus poussées. C'est ce qu'on aimerait bien faire aussi. On aimerait bien faire des cartographies justement de zones où on pourrait faire des corrélations entre perturbation d'habitat et recrudescence d'attaques. Ça serait quelque chose qui pourrait le prouver, justement, cette hypothèse. D'ailleurs, quand vous parlez de perturbation des écosystèmes naturels, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire développement de l'activité humaine, urbanisation constante et progressive sur tout le littoral, pression finalement. de chasse aussi, pression démographique en général, pollution de l'eau. C'est effectivement. Alors là, justement, ça serait des études qui pourraient permettre de savoir quel genre de perturbation pourrait serait liée en fait à la raréfaction de ressources naturelles. Pour le jaguar, ça serait intéressant de le faire. Oui, et si on a certaines peut-être qui sont plus néfastes que d'autres, et dans quelle proportion. On l'a dit du coup, meilleure connaissance sur les attaques de félins de manière générale, sur les animaux de bétail majoritairement, mais il y a aussi un volet dans ce que vous faites qui touche à la mise en place de nouvelles pratiques pour limiter justement ces attaques. Ça passe par quoi toutes ces nouvelles pratiques? Et par exemple, ça serait la taille des troupeaux. En fait, actuellement, on est en Guyane, on a la nécessité pour les élevages de faire des élevages très extensifs, forcément, en fait, pour pouvoir permettre au bétail de pâturer, en fait, et de prendre du poids, etc., sur des grands espaces. Et forcément, logistiquement parlant, lorsque vous avez des très grands troupeaux, c'est exactement la même chose en métropole avec le loup et l'ours, encore une fois. C'est les mêmes constats. Lorsque vous avez des très grands troupeaux, lorsque vous avez des tailles, un espace en fait très large où le troupeau va donc pâturer, en fait c'est très difficile de protéger ce troupeau et c'est plus facile pour un prédateur qui est très intelligent de trouver une faiblesse en fait dans un troupeau pour venir se servir en fait. Donc on a besoin donc de recentrer en fait les troupeaux par exemple autour de dispositifs comme des clôtures électriques. Le soir par exemple, ça implique de rentrer en fait les troupeaux en fait dans des zones protégées pour éviter que le troupeau se fasse attaquer la nuit, par exemple. Donc voilà. Ça implique aussi peut-être de revenir avec des animaux de protection comme des chiens kangals qui vont pouvoir de manière autonome aussi suivre les troupeaux lorsqu'on ne peut pas les rentrer pour les protéger. Donc oui, effectivement, ça implique de prendre en compte cet aspect risque de prédateurs pour changer en fait ces pratiques d'élevage. Je me souviens, on l'avait annoncé il y a quelques années avec l'arrivée de ces chiens kangals justement pour protéger le bétail. Là, quelques années d'expérience plus tard, c'est quoi le premier bilan que vous faites vous et que les éleveurs font sur place? Alors, on a un problème en fait. On a beaucoup de mal à amener des chiots et des chiens kangals en fait en Guyane, mais ça arrive en fait. Et on a une ferme pilote, on a une ferme d'expérimentation où on a un chien kangal en fait. Adulte qui est en mesure de protéger en fait le jaguar, et sur cette ferme pilote là en fait c'est très très positif. En tout cas il y a quasiment pas de perte depuis que le chien est sur cette exploitation. Et cette année en fait en 2024, année 2024 en fait, on aimerait bien avoir, on a 2 chiots au moins qui vont arriver cette année et on espère en avoir encore plus pour pouvoir faire en sorte que on teste un peu plus cette mesure là qui a l'air d'être très prometteuse. Il faudrait avoir beaucoup plus de fermes pilotes pour statuer. Pardon, on va quand même le préciser pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout le kangal. C'est un gros chien, voilà, qui est capable de protéger le bétail. Oui, alors c'est un chien, c'est une race de chien qui est originaire d'Anatolie en Turquie, justement dans une région où il y avait des loups, des ours, et depuis plusieurs millénaires, en fait, c'est un chien qui protège les troupeaux là-bas et qui n'a pas peur du jaguar. Spécificité qui n'a pas peur du jaguar et qui peut tenir tête à un jaguar dont le jaguar craint et évite la confrontation. Oui, c'est pas le cas de toutes les espèces de chiens, voilà. Pour le coup. Oui, tout à fait. Donc vous l'avez dit, des troupeaux plus petits, soit des chiens de protection ensuite, soit des clôtures électriques. Est-ce que il y a un dispositif qui est plus adapté que l'autre, on va dire, et comment est-ce que vous conseillez les éleveurs sur la technique à utiliser, Armand Ziller? Alors ça dépend de la taille des élevages, encore une fois, et de l'urgence en fait du risque de prédation. Forcément, lorsque vous avez un élevage qui se fait attaquer régulièrement par un jaguar qui va venir en fait prélever un individu tous les 2-4 jours ou toutes les semaines, en fait malheureusement faire venir un chiot, en fait ça va mettre plusieurs années avant qu'il soit opérationnel. En fait là on aura besoin de mesures plus d'urgence, et du coup on va passer à du matériel de clôture électrique. Ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, ou alors du matériel d'effarouchement pour vraiment les mesures d'urgence
vraiment, on met par exemple des lumières clignotantes Foxlight. En fait, ce sont des lumières qui changent de couleur et en fait, ça mime une activité humaine en fait sur un prédateur qui va penser que vous avez une activité humaine à côté. Il va préférer éviter de s'approcher d'une zone qui venait en fait prélever en fait initialement. Mais par contre, forcément, ces activités d'urgence créent une habituation en fait des prédateurs. Au bout d'un moment, ça perd en efficacité. Donc forcément, ces mesures d'urgence doivent être remplacées à long terme par des mesures en fait plus pérennes. Donc, voilà. Toutes ces mesures-là, qu'il s'agisse de clôture électrique ou même de chiens, de faire venir des chiens pour protéger son bétail, ça a un coût. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Parce que il faut motiver aussi, je suppose, les éleveurs pour dire, alors voilà, ça coûte de l'argent, mais peut-être qu'à long terme, en fait, vous en sortirez gagnant. Alors, tout à fait. Dans notre association, on s'occupe aussi d'aider, de soutenir les éleveurs dans leur demande de subvention. Parce que ce matériel-là, en fait, peut être subventionné, en fait. Selon les demandes de subvention que les différents éleveurs ont fait, ça peut aller jusqu'à 80% de tout subventionné. Par contre, c'est pareil, ça nécessite un coût logistique, administratif, et on est là aussi pour aider les éleveurs pour faire les démarches, pour faire acheminer le matériel, en fait, chez eux. Donc, voilà. Et avoir du coup une bonne connaissance en fait de la situation de manière générale pour tous les éleveurs guyanais, ça pourrait, c'est ce que vous me disiez, permettre une aide plus massive de la part de l'État pour les éleveurs quand ils font face à ce genre d'attaque. En fait, ce qu'on aimerait bien faire, c'est avoir un retour très global et le plus exhaustif possible de la problématique du jaguar en Guyane et rendre compte auprès des autorités, effectivement, de la situation en Guyane pour que les autorités puissent aviser. Le problème, c'est qu'en fait, comme j'avais dit précédemment, les populations de jaguars, en fait, c'est très difficile d'estimer les populations de jaguars, de savoir si elles sont en déclin, en croissance, probablement plus en déclin qu'en croissance, ça c'est sûr. Et de même, du côté des éleveurs, en fait, il faudrait aussi qu'on arrive à montrer que, en fait, on a une perte économique assez importante qui freine le développement de cette activité en Guyane. Il faudrait qu'on arrive à avoir des données plus exhaustives pour rendre compte ça aux États, à l'État français, pour qu'il puisse aviser. Aussi, faire des projets peut-être un peu plus ambitieux pour la Guyane et les éleveurs guyanais. Ça fait 5 ans à peu près que le projet Cofil il a commencé en Guyane à peu près, c'est ça? Ouais. Je vous pose la question pour savoir comment évolue le rapport. On a parlé de conflit en fait entre l'homme et les grands félins. Est-ce que les choses évoluent dans le bon sens, on va dire, quand vous allez directement vous sur place pour parler avec tous les acteurs concernés? Alors c'est comme tout en fait. On est parfois, notre association, on est plutôt perçu comme une association environnementale, c'est-à-dire pro-jaguar et peut-être pas forcément pro-élevage, alors que c'est pas du tout vrai en fait. On a vraiment un objectif de conciliation entre deux objectifs qui sont tout à fait honorables, à savoir l'exercice d'une activité d'élevage en Guyane et la conservation du jaguar. Donc alors on n'est pas du tout contre les éleveurs, au contraire on essaye de les aider et d'aider en fait à la protection de leurs activités aussi. Donc voilà. Parce que c'est vrai, je me permets de vous couper que sur cette question-là, il y a souvent cette opposition un peu dogmatique entre d'un côté les agriculteurs, les éleveurs et de l'autre des associations de protection de l'environnement. Voilà. Là, dans les faits, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. En tout cas, pour nous, on va pas se poser en fait en opposition des éleveurs, pas du tout. Donc voilà, on est plutôt sur une logique de développement durable où en fait on croit justement à la nécessité d'avoir des grands prédateurs en fait en Guyane, d'où l'intérêt des écosystèmes des grands prédateurs est indéniable. Et ça peut être aussi intéressant en fait d'un point de vue économique, touristique, le prestige d'avoir du jaguar, du puma en fait présent en fait en Guyane. Oui. Et on est aussi pour une activité économique d'élevage, en fait, il n'y a absolument aucun souci. Dernière question. On écrit. Ouais, allez. Dernière question, parce que ça y est, il nous reste plus beaucoup de temps, Armand Ziller. On est en Guyane, donc forcément, on parle des jaguars, des pumas, des grands félins, mais après tout, la question de la cohabitation entre les hommes d'un côté et les animaux sauvages de l'autre, elle se pose un peu partout sur la planète. Dans l'Hexagone, vous avez commencé à en dire quelques mots tout à l'heure. C'est pas exactement la même chose, mais il y a aussi la problématique de l'ours dans les Pyrénées, il y a aussi le loup, et dans d'autres régions du monde, il y a même l'éléphant ou même le tigre. Ce qui revient à chaque fois, c'est que les conflits en fait entre les humains et les animaux sauvages, c'est à peu près toujours la même chose. Ça passe soit par des attaques avec des morts humaines, soit une destruction de ressources alimentaires. Est-ce que finalement c'est pas notre rapport à l'animal sauvage de manière générale qu'il faudrait pas réinterroger aujourd'hui en quelque sorte? Là, est-ce que j'ai 4 heures
pour dissertation philo. Oui, bah bien sûr. Le problème avec tous ces grands mammifères prédateurs, c'est que souvent en fait on est en compétition pour. Enfin, ces animaux ont besoin de beaucoup d'espace en fait pour pouvoir vivre. Et les humains ont aussi besoin de beaucoup d'espace. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, l'une des solutions, c'est de pouvoir permettre à ces animaux d'occuper un espace qui est à la fois présent par les humains, justement. Donc, moi, je suis intimement convaincu on a besoin justement de faire de la conciliation, de faire la médiation pour pouvoir faire que, justement, lorsqu'il y a présence des deux, c'est le cas en Guyane, de pouvoir faire que les deux coexistent. Voilà, en fait. Sinon, il va y avoir forcément conflit. En fait, il va y avoir conflit, il va y avoir destruction de l'un ou de l'autre. Éviter le conflit du coup par la médiation notamment, parce que, et c'est un des points qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ce matin, mais vous faites aussi des interventions auprès des plus jeunes pour parler de tous ces sujets-là dès le plus jeune âge. On va attaquer une tournée en fait scolaire où on va parler un petit peu de la problématique du jaguar en Guyane pour sensibiliser les jeunes générations à la conservation du jaguar et aux problématiques que ça implique aussi pour les activités humaines. Voilà. Armand Ziller, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, vous êtes en charge du projet COFIL sur le terrain ici en Guyane pour le compte de l'association ISA. Merci beaucoup, très bonne journée.